Ok, et ben on va commencer. Je vais parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a dans un virtual env. Ça va durer environ 30-40 minutes. Je risque de parler un petit peu vite parce que j'ai faim et que je suis stressé. Alors, déjà qui je suis, je m'appelle Denis Viviès, je travaille actuellement à Foodles, je fais de la logistique de nourriture. Il faut que je remercie évidemment Foodles qui m'ont donné le temps de préparer cette présentation, qui ont aussi mangé la première version. Merci aux orgas, à Wannes, à Florian, à Seb, merci à Wabatrio aussi pour nous accueillir. J'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon. Donc merci à tous. Vous m'avez peut-être déjà vu sur Toulouse promener cette bestiole-là, mais vous m'avez peut-être aussi déjà vu à la PyCon FR, parce qu'en fait cette conférence est un recyclage d'une conférence que j'ai donnée à la PyCon FR 2024. Vous pouvez voir ici que dans la vidéo, j'ai une dizaine de vues, voire plus. On pourra parler ensuite de l'impact que ça a eu sur ma vie autour d'un verre. Quelques autres petites précisions. Je vais parler de Python moderne, 3.6 voire plus. Les screenshots sont faits avec du 3.11, du 3.12, du 3.13 suivant ce que j'avais. Je vais me focaliser sur CPython. Il ne va pas y avoir de PyPy, il ne va pas y avoir de Jython. Je vais me focaliser sur des systèmes Unix. Je n'ai pas de PC Windows et il y a trop d'exceptions pour que je m'amuse à faire tout ça. Je vais me focaliser sur 20 vpip. Je vais ouvrir sur les autres outils qu'on peut utiliser à la fin. Et enfin, voilà, je ne suis pas un génie, il peut y avoir encore des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vais parler de comment on utilise un Vimv, qu'est-ce que c'est le PAF, comment il y a des trucs dans un Vimv, comment on crée un Vimv, comment on installe un package, et ensuite comment on oublie tout ça et on utilise des outils un peu plus modernes. Déjà, comment on utilise un Vimv, je vais le faire rapidement. Un Vimv, déjà pourquoi on l'utilise, c'est une histoire de séparer ses dépendances Python entre par exemple votre système et différents projets que vous avez sur le même ordinateur. Typiquement, vous allez avoir une librairie qui est installée sur votre système, par exemple la 4.0, et dans vos projets, vous allez avoir besoin d'utiliser la 3.4 ou des versions qui sont différentes. C'est la galère. Vous pouvez même avoir la bizarrerie d'avoir dans votre projet deux fois besoin de deux versions différentes de la librairie. Donc c'est galère et on veut éviter tout ça. Heureusement, Python a standardisé un petit peu tout ça en 2011, ça fait déjà 14 ans, le temps passe, voilà, avec donc les Python Virtual Environments, qu'on appellera des Vimv, voilà, qui permettent de séparer toutes ces dépendances. Et encore aujourd'hui, en fait, tous les outils modernes utilisent des Vimv sous le capot. Donc un petit exemple de comment ça marche, je vais dans mon projet, j'ai un requirement.txt, je crée mon Vimv avec -m Vimv, le nom de mon Vimv, je l'active, wow, mon shell me dit ouais, tu utilises un Vimv ici. Je peux faire un pip install, installer mes dépendances dans le Vimv. Ensuite, je peux utiliser python-c, voir que je peux importer mon package, je peux vérifier la version, tout marche bien. Je peux faire des trucs un petit peu plus intéressants, donc je suis dans mon projet, je demande quel Python j'utilise, quel pip, il va me dire tu utilises celui de ton système. J'utilise mon Vimv, je lui redemande la même question, il va me dire que tu utilises ceux de ton Vimv. Excellent, pas de problème. Je peux installer mes trucs, tout va bien marcher. Je peux regarder mes dépendances en dehors du Vimv, il va me dire que j'ai ça, j'ai Setup Tools et Wheel. Je peux faire mon Activate, faire la même chose, il va me dire que j'ai des trucs installés. Ce qui est marrant, c'est que je peux désactiver mon Vimv et appeler directement Vimv bin pip, donc le pip qui est à l'intérieur de mon Vimv, et il va me dire la même chose, c'est les dépendances qui sont dans mon virtualenv, sans avoir à l'activer. Parce qu'en fait, le Activate, c'est pas de la magie. Est-ce que ça marche si je copie-colle mon dossier ailleurs? Est-ce que je peux copier-coller mon Vimv en production? Eh bien, j'essaye, ça ne marche pas. Il va me dire qu'il ne trouve pas un interpréteur Python. On va voir pourquoi. On va parler de PAF. Alors, qu'est-ce que c'est un PAF? Vous l'avez peut-être déjà vu quand vous avez installé des programmes. Il va vous dire ajouter tel ou tel chemin à votre PAF. Ou vous avez vu aussi ce qu'on appelle des shebangs, c'est des dièses point d'exclamation en haut de certains scripts. Donc souvent sur les scripts bash, vous avez un bin bash qui traîne ou un bin env, une autre commande qui traîne. Tout ça, c'est des histoires de manipulation de PAF. C'est pour rechercher et résoudre quel exécutable vous voulez utiliser pour lancer une commande, pour lancer un programme. Hop. On peut le regarder dans notre shell, on fait un petit écho $paf, et en fait il va me donner une liste de dossiers qu'on va venir lire de gauche à droite, séparés par des deux points. Et en fait, quand je vais chercher un exécutable, par exemple mon exécutable cat ou echo ou un truc comme ça,
mon système va venir lire le path de gauche à droite. Regardez, est-ce que mon exécutable est dans le premier dossier? Non, je passe au suivant. Est-ce qu'il est là? Non, je passe au suivant, je passe au suivant, je passe au suivant. Et quand il arrive au dernier dossier qui ne trouve pas l'exécutable, il crache. Ça va jusque-là, je pense. Voilà, on peut faire des petites magouilles avec ça. Donc là, j'ai créé 3 dossiers, A, B et C. J'ai créé dans chaque dossier un petit exécutable qui s'appelle foo. Et en modifiant le path, ici en mettant un path avec C avant A et en appelant foo, je peux résoudre l'exécutable que je veux. Donc ici, il va m'imprimer C. Et si je change le path, ici, en appelant toujours foo, il va m'imprimer A. Voilà, c'est rechercher l'exécutable dont on a besoin. Si on regarde dans notre script Activate dans le virtualenv, on voit qu'il y a une petite manipulation de path ici. Le venv, en fait, il va prendre le dossier dont il a besoin, là où il garde ses exécutables. Il va venir mettre à gauche dans le path son dossier à lui, et ensuite, il va re-exporter le path. Super, c'est comme ça que vous avez des exécutables qui pointent dans votre venv plutôt que dans votre système. En fait, ça va un petit peu plus loin. Si on regarde avec cat le contenu de mes exécutables qui sont stockés dans mon virtualenv, on peut voir que j'ai une shebang ici qui pointe directement vers l'exécutable Python qui est contenu dans mon virtualenv. Ce qui fait que quand je ne suis pas sûr de où je suis, est-ce que j'ai mon virtualenv qui est activé ou pas, je peux tout simplement exécuter mon machin dans bin. Le shebang tout en haut va venir chercher le bon exécutable et il va me lancer correctement ma commande. Voilà, si vous êtes un jour perdu, vous pouvez faire ça comme ça. Et vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de Python Path. Souvent, c'est la cause d'erreurs. En fait, Python Path, c'est juste un path pour les modules Python. Il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà, je vais créer 2 virtualenv, le virtualenv A, le B. Je vais installer Panda dans le A, je vais installer Pydantic dans le B, et je vais ouvrir l'interpréteur Python de mon système. Je vais lui dire, importe-moi Panda. Oh non, je ne sais pas où est Panda. Je vais lui dire, oh, ajoute à ton Python path le seed package, on verra ce que c'est tout à l'heure, du venv A, le seed package du venv B, et après je pourrai importer et utiliser mes packages correctement. Donc j'ai modifié le Python path de mon interpréteur pour avoir accès à des librairies qui sont installées dans notre virtualenv. Ça marche très bien tout ça. Tac, on va maintenant regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est ce side package, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un virtualenv. Alors déjà on commence, on fait un petit ls et on a déjà vu certaines parties. Le bin on a déjà vu, c'est là où on a nos exécutables. Include et lib, ça ressemble à du C, et le lib j'ai vu qu'il y a des side packages dedans. Il y a un symlink qui traîne et il y a un fichier de config qui traîne aussi. Alors on va aller voir un petit peu plus dans bin. On a déjà vu qu'il y a un pip, il y a activate, il y a Python. En fait, il y a des activate pour chacun de vos shells. Il y a différentes versions en fait, de pip, suivant si vous voulez spécifier ou pas la version de Python. Et il y a des symlinks de Python qui pointent les uns vers les autres. Donc ça va. Si on regarde comment on peut créer un exécutable Python et le rendre disponible dans un virtualenv en faisant un activate, tout simplement, par exemple, là j'ai pris numpy config, qui est un exécutable ici. Si je regarde tout en haut de son fichier, c'est une shebang qui va pointer vers mon virtualenv et après il va exécuter du code Python normalement. Donc voilà, si vous avez besoin un jour de faire un petit outil qui est installé en Python, c'est comme ça qu'on fait. Tac, tac, tac. Si je reviens un petit peu au contenu de mon virtualenv et que je m'intéresse maintenant au fichier de configuration, c'est un petit fichier de configuration avec un key value qui contient pas grand chose de super intéressant, des métadonnées du virtualenv, quelle commande a été utilisée pour le créer, où est l'exécutable d'origine, tout ça. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que la présence de ce pyenv.cfg va intervenir au moment où vous allez lancer votre interpréteur Python. Il va en fait détecter qu'il y a ce fichier et ajouter à 6 préfixes et 6 exact préfixes donc le contenu de votre virtualenv, et en fait c'est lui qui va le charger. On peut voir ici en exécutant le module site, qui est en fait tout ce qui est le chargement de votre programme Python. On peut voir ici que quand je suis dans mon système, quand je suis dans mon virtualenv, hop, il m'a mis
Ici dans mon syspaf, le contenu de mon virtualenv. Quand je fais au niveau de mon système, il m'a gardé des trucs au niveau de mon système. Là, j'utilise PyEnv. Voilà, on a vu un petit peu le PyEnv. Il n'y a pas grand chose à retenir, c'est un fichier de configuration qui sert de base pour trouver d'autres fichiers. Si on revient un petit peu maintenant à lib, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Lib, c'est en fait pour libraries. C'est le dossier où on va venir installer nos packages. Lib64, en fait, c'est un symlink pour quand il y avait des systèmes, je pense, en 32 ou en 64 bits, pour que tout soit compatible encore. Et le include, c'est là où vous mettez les headers C quand vous avez du code qui est compilé suivant la BI Python. Si on regarde un petit peu plus en détail, j'ai fait un clic droit, hop. Dans mon lib, j'ai Python 3. Ma version, j'ai un side package et j'ai des dossiers qui contiennent du code Python. J'ai un PTH ici, j'ai un module 6 qui traîne comme ça. En fait, c'est une structure standardisée et import, quand vous faites import un package, import va venir chercher votre contenu ici. Si on fait un petit aparté sur import, en fait, si vous allez dans la documentation officielle de Python, c'est super bien décrit. Import, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va trouver un module, l'exécuter et rendre ensuite tout ce qui a été exporté disponible dans votre namespace. Donc, si vous définissez une classe dans votre module, il va vous le rendre disponible dans le reste de votre programme. Il va chercher dans 4 endroits, dans 6 modules, donc ça, c'est votre répertoire courant. Il va chercher les trucs built-in, donc tout ce qui est collections, math, sys. Il va chercher un truc intéressant aussi. En Python, vous avez la possibilité de précompiler des modules en bytecode et de les intégrer dans un interpréteur. Et après, comme ça, à la volée, quand vous allez faire import, vous pouvez importer des trucs déjà compilés. Et enfin, le dernier endroit où import va regarder, c'est votre syspaf. J'ai marqué ici, voilà. En Python, on ne fait pas vraiment de distinction entre package et module. Tous modules sont des packages. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là? Voilà, si vous regardez votre import sys, votre syspaf, il ressemble un petit peu à ça. Vous avez le sys module quelque part ici, vous avez ce qui est built-in là, et vous avez votre side package. Donc ça, c'est la partie 4 ici. Tac, si on revient un petit peu au contenu de mon side package, j'ai des distinfos, j'ai des packages et des random packages. Et en fait, on voit que c'est là un des problèmes avec Python, c'est que on a toujours un module qui correspond à une version, qui correspond en fait à un artefact, un fichier, un dossier dans mon virtualenv. J'ai pas la possibilité d'avoir deux versions d'un même package, parce que ça voudrait dire que j'ai quelque part deux versions du code qui traîne dans mon side package, et import ne saurait pas le gérer. Alors qu'en fait, il y a d'autres langages qui savent très bien le faire. Si je fais du JavaScript, NPM il permet en fait de définir des alias, de dire je veux installer un package qui s'appelle EasyVen et je veux installer un autre package qui s'appelle EasyVen mais avec une version différente et avec un alias. Et en fait, après dans votre code, vous êtes capable de vous retrouver et d'importer le package sous un autre nom. C'est aussi possible par exemple en Rust. En Rust, vous pouvez spécifier plusieurs fois des dépendances avec des versions différentes. Et en fait, ce que Rust va faire, cargo sous le capot, il va venir compiler des versions différentes et vous les linker de manière différente. Je ne suis pas trop rentré dans le détail, ça a l'air assez bien foutu. Mais voilà, c'est possible dans notre langage. C'est juste que Python n'est pas prévu pour ça à la base. Comment on installe des packages? On y reviendra un petit peu plus tard. D'abord, on va regarder comment créer un virtualenv. Pour ça, en fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller regarder comment c'est fait actuellement dans la librairie standard. Donc, on peut naviguer. Le code de CPython, il est disponible en ligne. GitHub, Python, CPython. Et si on creuse un petit peu, on voit que créer un virtualenv, c'est juste appeler la méthode create d'une classe qui s'appelle envbuilder, qui est assez facile à suivre. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle trouve les side packages et le Python qui existent pour pouvoir les recopier et les utiliser. Elle crée la configuration, le pyvenv.cfg qu'on a vu. Elle prépare Python, donc elle copie les Pythons dans des bins, elle ajoute des symlinks, elle fait 2-3 bidouilles de plus. Elle prépare pip en appelant un sur pipe. Elle prépare les scripts, donc les activate et tout ce dont vous avez besoin dans le bin. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, j'ai trop bien compris, je suis trop un beau gosse, je peux le refaire en bash. Petit vote à main levée. Qui pense que je l'ai fait
en 20 minutes. Qui pense que je l'ai fait en 2-3 soirées parce que c'était un peu trop long à la base. Qui pense que c'était trop compliqué, que j'ai eu la flemme parce que j'ai commencé une run de Stardew Valley. C'est possible aussi. Alors, je bois un petit peu d'eau. C'est très très bien. Bien en fait, vous avez tous tort. Je l'ai fait en 20 minutes. J'étais même pas bourré. En fait, trentaine de minutes avec plein d'imitations. J'ai pas fait de script activate. J'ai pris un Python qui était déjà bootstrappé, qui était déjà présent dans mon système. J'ai supposé un système Linux. Voilà, j'ai hardcodé comme un gros cochon. Mais ça m'a pris 20 minutes. Tout ce que ça fait, j'attrape le Python existant avec un Witch, je crée un dossier avec un mapdir, je remplis le pyvenv comme un gros cochon avec un template, j'ajoute des dossiers internes, le bin, le include, le lib, je fais un simic au cas où. Je crée des simics de Python, j'appelle NSurPipe, et après ça marche. Là, j'installe Panda ici, et je peux utiliser Panda déjà de suite. Hop là, je me suis planté sur ma screenshot, voilà. Donc je lance mon script, ça me crée mon virtualenv, ça clean, ça ajoute les fichiers, j'installe un package, c'est Chardette ici, c'est pas Panda. Je peux utiliser Chardette et on voit bien que ça m'a refait toute ma bonne structure. 20 minutes, c'était pas super compliqué. Mais vous avez peut-être noté un truc, c'est que ça fait plusieurs fois que je parle d'NSurPipe, mais j'ai pas dit ce que c'était. En fait, NSurPipe, on peut encore regarder dans la documentation, c'est un module standard. En fait, c'est un module pour avoir, même sans accès à Internet, avoir accès à Pipe, donc à pip, l'installeur de package. Et il est bundled dans toute installation de Python, normalement. Donc vous installez Python, vous êtes sûr d'avoir pip avec maintenant. Et c'est distribué comme ça, sous forme d'une wheel. Ce qui m'amène à comment on installe une wheel, comment on installe un package en Python. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais pip install panda? Sûrement plein de trucs. Il y a des histoires avec des wheels, il y a des histoires avec des eggs. Des fois, il faut que je fasse des apt-get. On va y aller pas à pas. Déjà, il y a de la documentation, parce que Python, c'est bien fait pour ça. Allez au sprint de documentation de la PyCon.fr, c'est très très sympa. Et ils expliquent en fait souvent que installer, c'est juste ajouter à lib Python side package, quel que soit l'endroit où c'est. Et c'est vrai, on a vu que quand j'installe un package, il se retrouve dans side package. Donc est-ce que je suis capable de l'implémenter en bash? Vous avez vu que je suis une brute en bash. Donc la réponse est oui. C'est très simple. Donc là, je crée un petit module qui dit bonjour. Je crée mon virtualenv. Je bouge mon module dans lib python side package. Et après, je peux l'utiliser. Il va dire bonjour. Super simple. Un petit peu plus compliqué. Je vais créer un virtualenv ici avec l'option without pipe. Ce que ça va faire, c'est que ça va me créer un virtualenv mais sans pipe. Je ne peux pas installer de package normalement. Donc ici, on le voit très bien. Il y a les activate, il y a les Python, il n'y a pas de pipe. Je ne peux pas tricher. Je vais essayer d'installer ce package. It's dangerous. Voilà, ça c'est la page PyPy. Rien de très méchant. Si vous voulez avoir accès plus facilement au lien des tarballs, vous pouvez ajouter simple / le nom de package à l'URL et ça vous permet d'avoir une vue peut-être plus facile à parser aussi. Voilà ma petite astuce du jour. Et après on peut faire du bash. Je vais récupérer le nom de mon package, sa version, l'URL sur PyPy. Je fais un wget, je l'extrais, je copie le contenu dans side package, je l'importe, ça devrait marcher. Et en effet, ça marche. Waouh! Un petit peu plus compliqué, je vais venir installer un package qui s'appelle HTTPX. Et là, il va y avoir un problème. Pour ceux qui ne savent pas, HTTPX, c'est un client HTTP pour Python 3 qui fait à la fois du sync et de la sync, qui fait à la fois du HTTP 1 et du HTTP 2. Le problème, c'est que si j'essaie d'installer ça, il va me dire « Hey Coco, t'as oublié d'installer mon module Sniff.io, moi je ne peux pas me lancer, j'utilise ce code-là. » Et on en vient à, si vous avez installé du code depuis PyPy, en fait, vous avez fait que la moitié du travail parce que vous n'avez pas été chercher les dépendances de chacun de vos packages. Donc là, HTTPX, il dépend par exemple sur Sniff.io ici. Il a aussi besoin de NEIO, qui lui-même a besoin de 4 dépendances. Chacune de ces dépendances-là peuvent avoir des besoins de versions spécifiques d'autres packages. Certaines peuvent entrer en conflit, tout ça.
C'est un énorme problème, c'est super compliqué. C'est pour ça que pip, c'est compliqué à travailler dessus. Et si vous avez besoin, si vous voulez creuser un petit peu plus ce sujet, je vous conseille cet article-là qui commence à dater, qui est de 2016, So You Want to Write a Package Manager, où l'auteur, Sam Boyer, explique comment il a essayé de réécrire un package manager, je crois que c'est pour du JavaScript depuis le temps, et toutes les galères qu'on peut rencontrer petit à petit. Pour donner encore un petit peu plus de contexte, le projet pip, c'est depuis 2008, donc ça fait 17 ans, c'est ça? Oui, 17 ans. C'est vieux, c'est 16 000 commits, c'est 700 contributeurs, c'est une grosse test case. De l'autre côté, pipey.org, c'est depuis 2003, ça prédate depuis 5 ans en fait. Avant, les gens installaient des packages un petit peu à la main. Pipey, c'est 3.9, alors c'est des milliards de téléchargements par jour, c'est 700 000 projets, et une grosse partie de la bande passante, c'est Torch et TensorFlow, en fait, qui ont uploadé des gros modèles qui font, je crois, c'est 500 ou 600 mégas. Donc, s'il vous plaît, si vous utilisez du Torch ou du TensorFlow, pensez à Pipey et cachez vos packages. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Pour en revenir à installer des packages, tout à l'heure, j'ai montré que pip était bundled dans Python avec un point will, un point WHL. Qu'est-ce que c'est ce point WHL? Parce que pip va les chercher automatiquement. Alors moi, je suis pas très intelligent. Quand je vois des trucs comme ça, si je peux pas les ouvrir avec Vim, je les unzip et là ça marche. Je unzip mon package, mon point .will, et je vois qu'en fait c'est un package Python avec du init.py, des modules. Et en fait, c'est un petit secret que je vais vous donner ce soir. Ou si je ne me trompe pas de clic, c'est que sur Internet, tout la data, c'est soit un point .txt, soit un point .zip. Voilà, vous embêtez pas, si vous n'arrivez pas à comprendre un truc, vous faites soit Vim, soit un zip et ça va marcher. À prendre avec des pincettes. Si je veux aller un petit peu plus loin pour comprendre comment ça marche l'installation d'un point will, il y a encore une fois de la documentation qui est très bien faite là sur packaging.python.org, parce qu'il y a une espèce de guide qui s'occupe de ça. Et je vois qu'installer un fichier binaire, un point will, c'est parser et vérifier la compatibilité de ma will. Unzip dans side package, unzip distinfo et point data s'il y en a, mettre les bons paths dans les bons scripts quand j'installe un exécutable et quand je compile bon.py en bytecode. Si je reviens un petit peu sur vérifier la compatibilité, vous avez peut-être déjà vu passer des noms de fichiers de will et ça avait un format un peu bizarre. C'est parce qu'en fait ça suit un format standardisé avec des éléments très bien définis. On a toujours le nom du package, la version, une version de build, la version de Python qui est compatible, une compatibilité avec l'interface C de Python et une compatibilité avec l'OS. Donc si par exemple je prends, moi j'installe beaucoup de Panda, j'ai Panda version 2.3, ça c'est CPython 3.13, ça est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est CPython 3.13 avec un T. Oh, c'est la version alors, où ils essaient d'enlever le GIL, le Global Interpreter Lock de Python. Et donc il y a des WIG qui sont spécialisés avec ça. Et là, vous pouvez voir après que j'ai essayé d'installer avec Linux. Ça permet en fait de s'assurer que s'il y a un fichier qui traîne, je sache à peu près toujours qu'est-ce que c'est, avec quoi il est compatible. Si maintenant vous avez du code compilé, donc là par exemple c'est la PsychoPG, c'est la librairie qui permet de communiquer avec des bases de données Postgre. Il y a du code compilé, à la base c'est du C, ça nous donne des points SO, des Dynamic Libraries, des Shared Objects. Vous pouvez les mettre dans votre will et après c'est à vous de les lier au moment du runtime avec Python. Donc voilà, ça marche très bien. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne crois pas. J'ai évoqué plusieurs fois les distinfos. Qu'est-ce qu'il y a dans un distinfo? En fait, c'est pas grand-chose de super intéressant. C'est des metadata, c'est voilà, la liste des fichiers installés, c'est l'URL d'où vous avez installé votre package. Ça peut être intéressant, mais c'est pas fifou. Le point data, c'est toutes les données annexes que vous pouvez ajouter à votre widget. Je ne sais pas si je l'ai noté. On a vu comment créer un virtualenv, on a vu comment l'utiliser. Maintenant, on va
oublier tout ça et utiliser des outils un peu plus modernes pour les gérer. Pourquoi? Parce que des fois, j'utilise plusieurs Python et j'aimerais que ça aille un peu plus vite de gérer mes projets, que je n'ai pas à taper 36 000 commandes. Je veux faire des trucs automatiques, je fais un CD, je suis avec le bon virtual env activé et je veux que ça aille plus vite. Je vais vous parler d'abord de PyEnv. PyEnv, c'est si vous voulez sortir un petit peu l'artillerie lourde et que vous voulez avoir plusieurs installations de Python sur votre système. Je crois qu'il gère aussi, alors il gère du CPython de différentes versions, par exemple la 3.6, 3.8, 3.9, des trucs comme ça. Et vous pouvez aussi installer du PyPy ou d'autres implémentations de Python. Et ça a un petit mécanisme sympa moi je trouve ça sympa, mais je suis un peu un nerd là-dessus. En fait, ça intercepte les commandes Python via des shims pour ensuite rediriger sur le bon exécutable. Donc par exemple, vous êtes sur un projet qui est managé par du PyEnv, vous tapez pip pour faire pip install. En fait, il va avoir remplacé dans votre path pip par un shim à lui, donc un petit exécutable à lui, qui va être capable de regarder le dossier dans lequel il se trouve, voir s'il y a des variables d'environnement ou des fichiers de configuration, et ensuite aller chercher la bonne instance de pip dans votre file system pour le projet. Voilà, je trouve ça super intéressant, c'était vachement cool. Vous avez peut-être entendu parler de piptools qui vient avec deux commandes principales, pipcompile et pipsync. Piptools, c'est un petit peu le truc qui a introduit la notion de logfile dans Python. C'est quelque chose qui est arrivé, qui maintenant est standardisé, mais à l'époque ça n'existait pas. L'idée, c'est que vous mettez dans un requirements.in vos dépendances principales. Par exemple, je veux Panda. Vous passez par pipcompile. Pipcompile, il va prendre toutes les versions de... Il va regarder toutes vos dépendances transitives ou pas, prendre toutes les versions qui sont compatibles ou pas, les mettre dans un requirements.txt. Et ensuite, quand vous envoyez ce requirements.txt en production, vous faites un pip sync. Et lui, il va être capable de regarder que le requirements.txt est à jour et il installe exactement les mêmes dépendances que vous aviez en local au moment où vous avez fait pipcompile. C'est un petit peu vieux, j'avoue. Il y a un autre projet qui s'est bâti dessus. Moi, c'est quand j'ai commencé à faire vraiment du Python. C'est un Français en plus, je crois, qui a créé Poetry. Poetry, c'est une gestion automatique du virtual env avec l'introduction du PyProject.toml. Avant, on avait d'autres choses, les setup.py. Et il venait avec son propre format de logfile, poetry.log. Et l'idée de Poetry, c'est d'avoir un outil un petit peu plus moderne. Vous faisiez juste Poetry add le paquet dont vous aviez besoin. Il ajoutait à son PyProject.toml, il mettait à jour le fichier de log. Mais sous le capot, il y a toujours un virtual env et on peut retrouver le path vers mon virtual env en faisant Poetry env-info. Ça allait plus vite. Aujourd'hui, depuis un an, il y a un nouvel outil qui s'appelle UV, qui est créé par Astral, les auteurs de Ruf à l'Inter, qui aussi a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. C'est écrit en Rust, donc un langage compilé très bas niveau, donc ça va très très vite. Et l'idée en plus, c'est que ça remplace pip, pipex, piptools, pyenv, virtualenv, tout en un seul outil. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que voilà, au-delà de gérer le virtualenv automatiquement, suivant si vous faites des CD, suivant si vous êtes dans un projet ou dans un autre, vous pouvez aussi avoir des notions de workspace avec des sous-projets si vous travaillez sur un monorepo. Donc ça marche très bien, c'est très rapide. Nous, on a commencé à l'utiliser en production en octobre dernier alors que c'était tout jeune. Et aujourd'hui, on ne regarde plus en arrière, c'est devenu le standard. Je disais d'autres choses dessus, mais voilà. UV, ça utilise toujours un virtualenv dessous. Ça exporte une variable d'environnement virtualenv et par défaut, ça installe dans un venv qui s'appelle .venv. Un petit truc, alors là, c'est moi aussi, c'est pour le plaisir pour que je vous parle de ça. C'est Pex et Shiv. Shiv, c'est un fork qui, je pense, est mieux maintenu avec quelques fonctionnalités supplémentaires. C'est très bien présenté par son auteur, un mec qui travaillait à Twitter à l'époque. Dans un Lightning Talk, ça prend 10 minutes et c'est super intéressant. C'est un petit outil qui est basé sur du virtualenv, du zip et du shebang. Et l'idée, c'est que au lieu de recréer
à chaque fois que vous déployez, vous recréez votre virtual env. Vous êtes en local, vous développez, ça passe les tests, vous prenez le virtual env, vous en faites un fichier, vous l'envoyez en production et vous pouvez réutiliser ce fichier comme base d'un virtual env pour lancer votre code avec exactement les mêmes dépendances. Comment ça se présente? Là, par exemple, j'ai fait une application Flask. Donc, Flask, c'est un web framework, donc il y a plein de petites dépendances en dessous. Je crée avec la commande Flask PEX en disant je veux mettre Flask dans un fichier PEX, un espèce de donc un point PEX. Et après, en faisant mon fichier PEX, mon fichier PEX, mon module, je peux lancer comme si j'avais fait Python, mon module avec les bonnes dépendances installées. Alors, comment ça marche un petit peu dedans? Là, par exemple, je fais mon module Python. Et si j'essaie d'appeler Python sur le dossier actuel, il va me dire hey, j'ai pas de module dunder main dans le dossier actuel, je peux rien faire. En fait, Python, quand vous allez le lancer, il va essayer de trouver à l'intérieur du contenu que vous lui proposez un dunder main à exécuter. C'est pour ça que vous faites, hop, je l'ai marqué normalement, voilà, le if name égale main, c'est pour que Python il retrouve ses petits. Donc là, par exemple, j'ai mis mon module en dunder main. Je peux prendre ce module et l'ajouter à un zip. Et en fait, Python, si vous lui faites Python zip, il est capable de se débrouiller tout seul et d'aller chercher un dunder main là-dedans et de vous l'exécuter. Donc là, il me dit encore bonjour. Ce que je peux faire d'encore plus marrant, c'est que la première ligne de ce zip, au tout début des données, je peux ajouter une ligne qui dit hey, ça c'est un shebang qui va chercher dans l'environnement actuel Python, mets-le au début de mon zip et crée-moi un myModule exec. Et après, si j'exécute mon module exec, ça va marcher parce qu'il aura été cherché dans mon environnement courant Python et il aura exécuté le reste du zip. Et voilà, et après je peux regarder, ça a bien écrit là et je peux bien zip mon exec et je retrouve mes petits. Et donc c'est comme ça que ça marche en fait. Si vous faites PEX, c'est un zip avec la première ligne, c'est va me chercher la bonne implémentation de Python. Et ici, quand on unzip mon PEX et qu'on regarde ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a un dunder main qui traîne avec des scripts pour PEX et le contenu de mon virtual env. Voilà, ça marche très bien. Et alors, petite pensée pour les gens qui intègrent du code de consultants qui vous donnent du code avec des dépendances différentes de ce que vous avez en production. Donc par exemple, j'utilise Panda 1.3 ou 1.5 alors que dans votre backend vous êtes en 2. Quelque chose. Vous pouvez prendre le code du consultant, vous en faites un point PEX et ensuite dans votre code à vous, dans votre backend, vous pouvez faire subprocess PEX, l'entry point du projet du consultant et ça va marcher. Ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais passer un petit peu à ma conclusion. Donc cette présentation, je vous ai parlé en fait de virtual env, mais ce que je voulais faire plus largement, c'est vous inviter à réfléchir aux outils qu'on utilise tous les jours, le code auquel on ne pense vraiment pas tout le temps, parce que ça marche tout seul aussi, c'est bien. Vive l'open source pour ça. Je voulais vous montrer voilà, que installer des packages, c'est pas super compliqué, c'est du unzip et c'est du move. En gros, parce qu'il y a plein de trucs qui viennent se rajouter là-dessus. Et il y a plein de petites subtilités. Voilà, c'est le en gros, c'est toutes les versions, les contraintes de version. Il y a Windows qui a à part, il y a toutes les contraintes de rétrocompatibilité. C'est pour ça que UV va beaucoup plus vite, c'est parce qu'il n'a pas tout l'historique de pip. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et merci pour votre attention. Si vous voulez, on fait des questions rapidement et après on va manger des pizzas. On peut faire les questions pendant les pizzas. On va manger les pizzas? Allez.